Histoire de vin, un podcast pour découvrir et explorer le monde du vin avec Étienne Pommier. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce 10e épisode d'Histoire de vin, qui sera le dernier de cette deuxième saison, coupure estivale oblige, avec mes excuses pour les 24 heures de délai à la mise en ligne suite à un petit souci technique. Pour ce dernier podcast de la saison, j'ai choisi de vous raconter une histoire à la fois terrible, tragique et en même temps pleine d'espoir et de solidarité. Une histoire qui s'est déroulée il y a 4 ans, presque jour pour jour, et dont on peut encore voir les stigmates aujourd'hui. C'est une histoire de survie, de résilience, de larmes, qui a profondément marqué non seulement la viticulture, mais toute la société allemande. Pour vous raconter cette histoire, je me suis appuyé sur les nombreux reportages et articles de presse parus à l'époque de la catastrophe, mais aussi sur le récit de la journaliste et Master of Wine allemande Caroline Maurer, qui réside à Bonn, connaît tous les protagonistes et qui a pu se rendre sur place dès le lendemain de la catastrophe. Elle a accepté de partager avec moi son expérience pour nous faire vivre non seulement les événements tragiques de juillet 2021, mais aussi et surtout les conséquences du désastre. Je l'en remercie et j'en profite pour la saluer au passage. Cette histoire a également une résonance toute particulière avec l'actualité de ce week-end et les terribles inondations qui ont frappé l'Italie et la Suisse. Voici donc le récit de la catastrophe de l'Aar en juillet 2021. Il existe dans le nord-ouest de l'Allemagne un massif montagneux méconnu, couvert de forêts sombres et impénétrables, parsemé de lacs d'un bleu profond et de prairies verdoyantes. Ce territoire sauvage, classé comme parc national en Allemagne depuis 2004, est surtout connu des amateurs de randonnée, mais aussi des fans de Formule 1, puisqu'il accueille le circuit du Nürburgring, étape emblématique du championnat du monde pendant des décennies, et piste redoutée des pilotes pour sa difficulté, son dénivelé et sa situation en plein cœur de la forêt, à tel point que le pilote britannique Jackie Stewart l'avait surnommé l'enfer vert. Ce massif montagneux, c'est l'Eifel. Au cœur de ces montagnes, non loin de la frontière belge, se trouve le petit village de Blankenheim, une jolie bourgade de 8000 habitants avec ses maisons blanches à colombages aux fenêtres débordant de géranium. Tournez à droite sur la Johannesstrasse, traversez la petite placette pavée jusqu'au bout et vous trouverez là une sorte de petite guérite en pierre à toit d'ardoise et fermée par une double grille en fer forgé d'où s'écoule une modeste résurgence qui traverse la placette dans un tout petit canal à peine plus grand qu'un caniveau. Le cours d'eau apparemment anodin qui prend sa source ici, c'est l'Aar. 89 km et des dizaines de méandres plus tard, le ruisseau devenu rivière se jette dans le Rhin. Nous sommes dans le land de Rhénanie-Palatinat, à une vingtaine de kilomètres au sud de la ville de Bonn, ancienne capitale de la République fédérale d'Allemagne. La vallée de l'Aar est une vallée étroite, formant presque des gorges par endroits, mais qui vaut autant le détour pour ses charmants villages que pour ses grands vins. Si l'Allemagne est avant tout une terre de vin blanc, et de Riesling en particulier, la vallée de l'Aar est surtout renommée pour ses vins rouges. Et c'est la plus petite région viticole d'Allemagne, avec seulement 650 hectares de vignes. 650 hectares, c'est tout petit. Ça représente à peine la moitié de la Côte de Nuits en Bourgogne, de Gevrey-Chambertin jusqu'à Chambol-Musigny. Si je prends la Bourgogne comme point de comparaison, ce n'est pas un hasard, car le cépage emblématique de la vallée, qui compte pour près de 70% de l'encépagement, c'est le pinot noir, que les Allemands appellent Spätburgunder. Le climat de l'Aar est continental, froid, mais les pentes raides de la vallée, exposées plein sud, offrent un ensoleillement suffisant au pinot pour mûrir, et ces sols arides d'ardoise et de leusse constituent un excellent terroir pour le cépage. Les vins de l'Aar offrent un fruité rouge de fraises des bois et de cerises à l'eau de vie, avec une trame tannique finement serrée et une acidité nette. Certains terroirs
se démarque même par des accents fumés qui rappellent presque le bacon. Les meilleurs vins issus des grosses Lager, les grands crus allemands, sont des bouteilles de prestige et certains des meilleurs vins rouges d'Allemagne, ce qui n'est pas peu dire aujourd'hui. Non, ne souriez pas, et si vous n'êtes pas familier avec les pinots noirs allemands, vous seriez stupéfait de leur qualité et de leur caractère. Parmi les domaines phares de la région, laissez-moi vous citer Meyerneckel, Jean Stodden, Bertram Baltes, Adenauer, Deutzerhoff ou encore Kreuzberg, qui produisent tous des vins remarquables. Et c'est dans cette région emblématique de la viticulture allemande que va s'abattre une véritable catastrophe à l'été 2021. Lundi 12 juillet 2021. La Rhénanie-Palatinat, comme la plupart des régions d'Europe de l'Ouest, connaît un début d'été très pluvieux. Un blocage anticyclonique sur l'Europe du Nord piège une puissante dépression sur le cœur du continent, depuis la République tchèque jusqu'au sud du Royaume-Uni, qui s'accompagne de pluies très intenses. Mardi 13 juillet. Il continue de pleuvoir sans discontinuer sur le nord-ouest de l'Allemagne, et les prévisions pour les jours suivants s'annoncent de plus en plus mauvaises, suscitant une inquiétude grandissante au sein de la population. Le Land de Rhénanie-Palatinat connaît son 3e jour de pluie extrêmement intense, une accumulation de précipitations jamais vue depuis plus d'1 siècle, et certains météorologistes diront même un millénaire. Dans le village de Reiferscheid, il tombe plus de 20 cm d'eau au mètre carré en 9 heures, et les habitants des bourgs de la vallée de l'Aar se préparent à une nouvelle inondation. Nouvelle, car malheureusement le phénomène n'est pas hors du commun dans cette vallée encaissée, et la rivière capricieuse sort parfois de son lit, comme en 2016 ou en 2013. Les habitants craignent donc une nouvelle crue et commencent à prendre leurs précautions pour limiter les dommages. Mais la pluie continue de tomber abondamment. Mercredi 14 juillet. L'averse s'est encore intensifiée pendant la nuit, et l'inondation apparaît désormais inéluctable. Au domaine Meyerneckel, dans le village de Dernau, les sœurs Mieke et Dörteneckel, dont le chai est situé sur les berges de l'Aar, commencent à prendre leurs précautions vers 8 heures du matin, en installant une digue faite de sacs de sable et en verrouillant solidement les portes. Elles calfeutrent le portail, les vitres de la cuverie, et une fois le travail terminé, les 2 sœurs donnent congé aux équipes qui rentrent se mettre à l'abri. Toute la journée, la pluie continue de s'abattre et le niveau de l'Aar monte inexorablement. Les 2 sœurs sont restées au domaine pour surveiller la crue et intervenir pour renforcer les digues en cas de besoin. Mais à 10 heures du soir, un fracas assourdissant ébranle le bâtiment sur ses fondations et la rivière en furie fait voler en éclats les portes de la cuverie. C'est qu'en amont de Dernau, le chaos avait déjà commencé depuis plusieurs heures. La plupart des cours d'eau affluents de l'Aar qui coulent depuis le massif de l'Eifel viennent grossir la rivière dans son cours supérieur. Or, les pluies diluviennes de ces derniers jours ont complètement saturé les sols, non seulement de la vallée, mais aussi des sommets alentours. Et l'intensité de l'averse, dans la nuit du 13 au 14 juillet, va déchaîner la catastrophe. Toutes les précipitations des massifs viennent grossir d'un seul coup tous les affluents de l'Aar, déjà à leur débit maximum, et ruissellent dans la vallée. En quelques heures, toute cette eau s'accumule dans le cours supérieur de la rivière et entraîne la formation d'une vague gigantesque, un véritable raz-de-marée de plus de 7 mètres de haut et qui atteindra jusqu'à 10 mètres dans les passages les plus étroits de la vallée. On ne connaîtra même pas le niveau atteint par le pic de la vague. Tous les témoins de crue disposés le long de l'Aar ayant été arrachés par le tsunami. Vers 17h30, les habitants des villages en amont voient arriver la vague et courent se réfugier sur les hauteurs. À Altenaar, la route principale est devenue un fleuve et les gens se réfugient dans l'église. On entend des cris « La rivière arrive ! La rivière arrive !» Et déjà, le raz-de-marée emporte tout sur son passage.
voitures, arbres, mobilier urbain, éventrant les maisons et faisant voler en éclats plusieurs ponts. Sous la force de l'eau, le ruban d'asphalte est littéralement arraché de la route et on voit des morceaux de canalisation entraînés par les eaux rugissantes et boueuses dans un chaos de débris. Le raz-de-marée est d'une force telle qu'il laboure les sols sur plusieurs mètres et, comble de l'horreur, les cimetières d'Arweiler, de Dernau et d'Altenach sont emportés par les eaux qui déterrent les cadavres. Les secouristes passeront des jours à chercher dans la boue les corps des défunts enterrés, comme ceux des victimes de la catastrophe. À Dernau, les sœurs Maike et Dorteneckel observent avec épouvante la vague qui vient d'envahir leur cuverie et commence à arracher le revêtement des murs en emportant tout sur son passage. Elles se réfugient en haut d'un escalier, mais la base menace de s'effondrer et elles ne peuvent pas atteindre le toit de l'édifice. Par une ouverture, elles s'aperçoivent qu'il n'y aurait qu'une quinzaine de mètres à faire dans l'eau pour trouver refuge sur un point plus élevé, et prenant leur courage à deux mains, elles se précipitent dans les eaux boueuses. Mais il est évidemment impossible de lutter contre le courant, et la rivière les emporte jusqu'à une clôture à laquelle elles parviennent à s'accrocher. Et puis, au bout de quelques minutes, le niveau montant toujours, la clôture se retrouve sous les eaux, et les deux sœurs doivent lâcher prise, en espérant réussir à se raccrocher autre part. Emportées par une vague, elles se prennent dans les branches d'un gros prunier, auquel elles s'agrippent avec la force du désespoir. La nuit est emplie du fracas assourdissant de la rivière en furie, auquel se mêlent les cris de terreur des habitants réfugiés sur les toits alentours. Leur lampe torche a survécu, mais dès qu'elle l'allume, c'est pour voir un tronc d'arbre, une voiture, un conteneur, un camion ou une maison tout entière risquer de percuter l'arbre et de l'arracher. Épouvantées, les deux sœurs éteignent la lampe et se raccrochent l'une à l'autre en priant pour qu'elles survivent à cette nuit d'apocalypse. Elles passeront 8 heures dans le noir à grelotter de peur et de froid dans le vacarme de l'inondation avant d'être finalement sauvées des eaux. Quand le soleil se lève sur la vallée, la dévastation apparaît alors au grand jour. Tous les villages des berges de la rivière ont été entièrement inondés, voire emportés par la vague, et les dommages sont catastrophiques, mais surtout, des centaines de personnes sont portées disparues, et après des jours de recherche, les autorités allemandes établiront que les inondations auront coûté la vie à 135 personnes dans le land de Rhénanie-Palatinat, toutes dans le district d'Arweiler. Le village de Schuld, niché au creux d'un méandre de la rivière, a été à moitié rasé. Et l'Allemagne tout entière sera sous le choc quand elle apprendra que bien que la vague ait mis près de 3 heures à atteindre l'aval de la rivière après avoir dévasté les villages du cours supérieur, l'alerte n'avait pas été donnée. Des dizaines de personnes ont été piégées dans leurs habitations, incapables de fuir ou de se mettre à l'abri. Alors que la vague frappe le village de Schuld à 17 heures, personne ne prévient les résidents du bourg de Sinzig, au bout de la vallée, et quand le raz-de-marée arrive vers 2h30 du matin, soit près de 9h30 plus tard, il engloutira toute une maison de retraite et ses pensionnaires. Les dégâts causés par la catastrophe sont gigantesques, et le 15 juillet, près de 200 000 foyers sont privés d'électricité. Les routes de la vallée sont impraticables et les lignes de chemin de fer ont été emportées. Les vignobles eux-mêmes, situés en majorité sur les coteaux pentus de la vallée, ont échappé au désastre, à part une 50aine d'hectares. Mais tous les bâtiments situés au bord de la rivière ont été touchés. Chez Bénédicte Baltes et son épouse Julia Bertram, toutes les barriques du millésime 2020 ont été emportées. Les sœurs Neckel verront elles aussi leurs 350 fûts être emportés par la crue, mais elles réussiront à retrouver 9 pièces ayant miraculeusement résisté à l'inondation, dont certaines à plus de 5 km de la cuverie. Elles récupéreront les fûts pour achever l'élevage
et produiront 2600 bouteilles de ces barriques perdues. Le bois de la première barrique sera quant à lui recyclé et envoyé à la coutellerie La Guiole pour forger 150 couteaux de semellerie qui seront vendus au profit d'une œuvre de charité. Au domaine J.J. Adenauer, on retrouvera les barriques flottant au milieu de la cave inondée. Dans les jours qui suivent la catastrophe, des milliers de secouristes, de pompiers, de militaires et de volontaires se pressent pour dégager des voies d'accès vers les villages sinistrés, secourir les blessés, rechercher les personnes disparues et commencer à évacuer les débris. Pour les domaines viticoles, l'urgence est de sauver ce qui peut l'être, pour les vendanges qui approchent. Aussi, un formidable élan de solidarité se met en place en Allemagne, et des vignerons de tout le pays affluent vers la vallée de l'Ar pour aider leurs collègues sinistrés à réparer et à nettoyer ce qui peut l'être, mais aussi à s'occuper des vignes. Car les pluies ininterrompues et l'inondation de la vallée amènent des maladies. Le mildiou fera des ravages et le millésime 2021 souffrira durement de ces conditions exceptionnelles. À l'approche des vendanges, les domaines manquent encore de matériel, de pompes, de cuves, de barriques, et là encore, la solidarité jouera à plein. Julia Bertram et Bénédicte Baltes recevront une presse et des barriques de toute l'Allemagne pour pouvoir vinifier leur millésime 2021. Dans les caves envahies d'eau boueuse, on retrouve peu à peu les stocks de bouteilles souillées par la crue à mesure que les eaux baissent, et nombre de ces bouteilles inondées seront vendues pour financer la reconstruction de la vallée. Les sœurs Neckel ont raconté leur histoire pour que cette catastrophe serve d'avertissement pour les générations futures. Elles ont participé à plusieurs événements à travers le monde pour montrer la résilience des habitants de l'Ar et pour exorciser le traumatisme de la catastrophe. Mais elles ont déménagé la cuverie sur les hauteurs pour éviter qu'une telle dévastation ne touche leurs enfants ou leurs petits-enfants. Aujourd'hui, la vallée a repris son aspect calme et les villages ont retrouvé leur charme. De nombreuses maisons ont été repeintes et les géraniums sont revenus au balcon. Mais on voit encore de nombreux stigmates tout le long des berges de la rivière. Meike Neckel résume aujourd'hui l'expérience de cette terrible année 2021 ainsi. 2021 est le millésime le plus dramatique et émotionnel que nous n'ayons jamais eu. Le soulagement à la fin des vendanges a été immense. Sans la solidarité, l'aide et le soutien dont nous avons bénéficié, nous n'aurions jamais pu y parvenir. Cela nous a donné la force et le courage de persévérer, mais je n'arrive pas encore à trouver les mots pour dire à quel point nous sommes reconnaissants à toutes celles et ceux qui nous ont soutenus. Abandonner n'a jamais été une option. C'est notre terre. Notre famille est enracinée dans la vallée de l'Ar depuis des générations. Et nous allons donc tout reconstruire en essayant d'apprendre des erreurs du passé. Notre plus profonde gratitude va d'abord à toute l'équipe du domaine qui a été incroyable. La plupart de nos employés ont eux-mêmes durement souffert de la catastrophe, mais personne n'a perdu espoir et tout le monde est désormais tourné vers le futur. Ce désastre qui a touché la région méritait d'être raconté, ne serait-ce que pour en préserver la mémoire. Mais aussi parce que cette terrible expérience peut-être, s'avérer utile pour d'autres territoires. Mais comme le laisse entendre Meike Neckel, les vignerons de l'Ar ne se sont jamais apitoyés sur leur sort et ont fermement voulu, dès les premières semaines après l'inondation, se consacrer à nouveau à ce qui a fait la réputation de cette région, ses vins. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité terminer cette chronique par mes notes de dégustation de 2 domaines emblématiques de la vallée et dont j'ai déjà parlé dans mon récit. Elles sont issues du millésime 2018 que j'ai eu l'opportunité de goûter à la dégustation des grands crus allemands, les Grosses Gewärz ou JJ, organisés par la VDP à Wiesbaden en août 2020. J'espère que cela vous donnera envie de découvrir par vous-même les superbes vins de l'Ar, et je pèse mes mots, en attendant de visiter un jour la région.
Ce sont tous les deux des pinots noirs, Spätburgunder en allemand. Jean Stodden, Spätburgunder Ehrenberg GG 2018. Robe d'un rubis sanguin. Le nez propose un fruité rouge très mûr, mêlé de notes fumées et d'épices d'une grande intensité. La structure tannique est bien affirmée, mais avec un grain de tanin fin et une acidité délicate qui équilibre parfaitement la bouche et donne à l'ensemble un caractère à la fois énergique, juteux et raffiné. Très longue finale, un grand vin, puissant et racé. Meierneckel, Spätburgunder Krauterberg GG 2018. La robe d'un rubis violacé révèle un nez suave de griottes, de mûres et de notes florales très intenses. Le palais est souple, doté d'une trame tannique très fine et veloutée. L'acidité est plus discrète, mais donne une touche de fraîcheur qui équilibre parfaitement la maturité du millésime et la richesse de ce grand vin de garde. Le toucher de bouche est très soyeux et offre une superbe combinaison de puissance et de finesse, rehaussée d'une touche légèrement épicée en finale. Une très grande réussite. Je vous remercie profondément pour votre attention et votre fidélité, et j'espère que cette deuxième saison vous a plu. Elle est un peu plus courte que la première pour cause de coupure estivale, mais je vous promets que j'ai encore de nouvelles histoires en réserve et que je vous retrouverai très bientôt avec de nouveaux récits inédits. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été, et tout particulièrement à mes amis viticulteurs pour qui ces dernières semaines avant les vendanges s'annoncent décisives. Je vous souhaite également de jolies dégustations, toujours avec modération bien sûr, et surtout de belles émotions autour des flacons que vous ouvrirez en famille ou entre amis. Car c'est bien là le plus beau cadeau que nous font tous les vignerons, la promesse d'un beau moment à partager.